passe maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Annick Cizel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes spécialiste de politique étrangère américaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. La double attaque terroriste à Kaboul hier a fait au moins 85 morts et 160 blessés, parmi eux beaucoup de femmes et d'enfants, mais aussi 13 soldats américains qui poursuivaient les opérations d'évacuation du pays. Annick Cizel, quel impact ces attaques auront-elles sur le processus de retrait américain d'Afghanistan, un retrait qui doit s'achever le 31 août, même si hier soir Joe Biden a ouvert la porte à un éventuel délai, si nécessaire, de quelques jours, donc en cas de nécessité. Annick Cizel. Alors, le discours officiel des militaires américains est évidemment qu'il n'y aura aucun retard, que les opérations vont se poursuivre comme, j'ai presque envie de dire, comme si rien ne s'était passé. Ce sont des professionnels et ils finiront cette évacuation. On sait de toute façon que le secrétaire d'État Anthony Blinken avait précisé que la reprise de vols commerciaux au-delà de la date du 31 août permettrait sans doute d'exfiltrer un certain nombre de citoyens américains, potentiellement même de citoyens afghans, ou en tout cas afghano-américains, après la date du 31 août. Donc une extension était déjà négociée, semble-t-il, avec les talibans avant ce terrible double attentat. De manière très pragmatique sur le terrain. Il est difficile évidemment aujourd'hui de savoir exactement comment les opérations se déroulent à nouveau. On sait que la France espère toujours pouvoir faire s'envoler un ultime avion quand d'autres pays européens ont purement et simplement mis un terme à leur processus d'évacuation maintenant. Annick Cizel, au-delà du coût humain terrible de ces attentats, nombre d'analystes insistent aujourd'hui sur la symbolique de ce double attentat. Cette guerre avait démarré par des attaques qui avaient stupéfié l'Amérique et le monde en 2001. Elle se termine dans le sang avec de nouveaux morts américains et afghans, lit-on en substance dans certains médias américains. Est-ce que vous accordez également un caractère hautement symbolique à ce double attentat ? Ah, il est évident que les images sont implacables. Euh, je ne vais pas oser une comparaison avec le 11 septembre, mais c'est un petit peu comme un mini 11 septembre qui vient plaquer cette administration Biden dos au mur, les images faisant évidemment le tour du monde avec toute l'intensité des réseaux sociaux aujourd'hui qui n'était pas notre quotidien à l'époque du 11 septembre 2001. Il est évident que cette commémoration aujourd'hui, dans quelques jours maintenant, dans une poignée de semaines, la commémoration du 20e anniversaire va être infiniment plus douloureuse pour les Américains. Comment le chapitre peut-il être clos alors que cette guerre contre une autre forme de terrorisme, un terrorisme qui s'exporte, un terrorisme qui est globaliste. Il est difficile pour la population américaine aujourd'hui de comprendre comment les autorités américaines peuvent dialoguer, négocier avec les talibans, ces talibans qui sont une forme de nationalistes afghans finalement, par rapport à Daesh Khorasan, qui, à la frontière pakistanaise, ont d'autres ambitions, une ambition d'exportation, de prosélytisme de leur djihadisme. Et c'est cette priorité-là, cette priorité qui était devenue celle de Barack Obama et donc du vice-président Joe Biden dans les suites du retrait américain d'Irak, qui, de manière extrêmement cruelle, vient entacher ce tout début de présidence Biden aujourd'hui avec cette obligation de riposte, cette obligation peut-être de patience stratégique avant une riposte, sans doute par des attaques ciblées à distance désormais, puisque les États-Unis n'auront plus de bases militaires sur territoire, sur sol afghan d'ici quelques heures, quelques jours. C'est toute cette difficulté d'un chapitre, d'une guerre de 20 ans qui ne peut se clore comme cela. Et il va falloir à nouveau arriver à dialoguer avec le peuple américain, apaiser les choses à la maison et donc commémorer le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre avec à nouveau une Amérique ensanglantée. Vous le disiez, Annick Cizel, l'État islamique a revendiqué ce double attentat au nom de sa filiale en Afghanistan, Daesh Khorasan, et les prochains jours pourraient aussi malheureusement connaître leur lot d'actes de terrorisme. Joe Biden a répété hier soir qu'Al-Qaïda avait été vaincu en Afghanistan par l'action américaine, mais de quelle capacité d'action dispose aujourd'hui sur place le rival d'Al-Qaïda, le principal rival d'Al-Qaïda sur la carte du djihad global, à savoir l'État islamique? C'est l'une des
amères conclusions des guerres de ces 10 dernières années. C'est-à-dire que ce repli de l'État islamique sur le territoire afghan, sans doute avec l'aide de puissances extérieures à l'Afghanistan d'ailleurs également, mais ce repli veut dire que toute la dialectique de l'administration Trump, très curieusement, le mot terrorisme avait disparu dans la bouche du président américain précédent, qui avait décrété pas simplement l'éradication du califat territorial de l'État islamique en Irak et en Syrie. Cette guerre-là avait été gagnée par une coalition internationale qui avait réuni d'ailleurs amis, ennemis, adversaires contre un même ennemi commun dans la région du Moyen-Orient. Ce repli en Afghanistan, et pas uniquement d'ailleurs, de Daesh, signifie que la priorité que l'administration Biden lui accorde en Afghanistan, mais ailleurs, cette priorité qui fait modifier les conditions opérationnelles de l'armée américaine aujourd'hui vers plus d'opérations à distance, vers plus de contrôle ou de tentatives de reprise de contrôle du cyberespace, par exemple. C'est tout ce changement de perspective qui est, j'allais dire, validé quelque part. C'était un changement de perspective dans la prospective. Malheureusement, ces attentats viennent valider ces conclusions de l'administration Biden et cette nécessité de s'attaquer de manière plus globale, plus virtuelle, plus à distance, de manière à mieux embrasser la région par cette nouvelle administration américaine. Comment est perçu ce retrait américain de l'Afghanistan par les puissances rivales de Washington, à savoir la Russie, l'Iran et bien évidemment la Chine? Bien évidemment, cette humiliation, j'hésitais entre humilité, entre cette approche très humble de Joe Biden quand il a pris la présidence et cette humilité d'un leadership qu'il souhaitait exercer plus à distance, de manière avec moins d'interférence avec les populations locales, avec une Amérique plus bienveillante et moins interventionniste auprès de ses alliés comme de ses futurs alliés, espérait-on, à Washington. Cette attitude humble du président Biden ressemble aujourd'hui à une humiliation des États-Unis avec toute la difficulté de ce jeu d'équilibriste auquel Barack Obama s'était exercé avec une extrême difficulté, et la Russie, la Chine, l'Iran, même le Pakistan sont aujourd'hui extrêmement conscients du vide qui est laissé non pas par une Amérique victorieuse, une Amérique qui certes se retire par choix politique, mais qui se retire surtout parce que cette guerre en Afghanistan n'est pas gagnable, parce que celle d'Irak n'était pas gagnable, et que ce pragmatisme aujourd'hui, il est bipartisan à Washington, il est présent dans tous les couloirs du Pentagone. Ces guerres-là ne sont pas gagnables, et donc les États-Unis rentrent chez eux. Mais est-ce que l'opposition républicaine s'appuie sur ce dossier afghan et la manière dont est réalisé et mené à bien ce retrait d'Afghanistan? Est-ce qu'il s'appuie sur ce dossier justement pour saper l'image de responsable compétent, humble, expérimenté, accolé jusque-là à Joe Biden? C'est effectivement toute l'ironie de ce qui est en train de se passer, parce que ce retrait d'Afghanistan, il a avant toute chose été décidé, été signé par les États-Unis d'Amérique sous la houlette de Donald Trump, donc d'un président républicain, le 29 février 2020, par les accords de Doha entre les États-Unis d'Amérique et les talibans, et non pas le gouvernement afghan d'ailleurs. Et cette opération de retrait, décidée donc par un président républicain, sous une administration républicaine, aujourd'hui, le Parti républicain au Congrès espère bien que ce désastre du retrait des États-Unis sous Joe Biden vont leur permettre d'ici à dans 15 mois maintenant de remporter les élections de mi-mandat au Congrès, donc où la Chambre des représentants et un tiers du Sénat vont voir les sièges être renouvelés, et c'est incontestablement le cheval de bataille. Certains républicains au Congrès appellent même
ce matin, appelait même ce matin heure française, à ce que le président Biden soit évidemment mis en accusation par le Congrès, qu'une procédure d'impeachment soit entamée envers lui, comme elle l'avait été envers Donald Trump à 2 reprises ces années passées. Accuser le président Biden de haute trahison implique nécessairement qu'il va falloir que des comptes soient rendus. Il est évident que la mise en œuvre du retrait d'Afghanistan par le Pentagone va faire l'objet de beaucoup d'observations dans les semaines qui viennent, à la fois au sein de l'administration et par le Congrès des États-Unis, dont c'est le travail également. Est-ce que la gestion par l'administration Biden de ce dossier afghan invite également à analyser à nouveau frais les premiers mois de cette administration démocrate en matière de politique étrangère? Et puis, quelle trace finalement laissera cette action de retrait sur la suite du mandat de Joe Biden? Je pense que la trace qui va être laissée, elle était annoncée, mais elle est tellement évidente aujourd'hui. C'est une approche beaucoup plus régionale que locale, de dialogue. Et c'était le cas, ça a été le cas par exemple lors du sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine il y a quelques mois, c'est-à-dire d'un dialogue avec toutes les puissances de la région, les puissances historiques comme la Russie et la Chine. On oublie trop souvent que l'Afghanistan n'est pas au Moyen-Orient, c'est en Asie centrale, il y a une frontière commune, si courte soit-elle, avec la Chine. C'est aussi un dialogue qui était engagé, comme le dialogue peut s'engager avec l'Iran, mais c'était aussi un dialogue avec l'Inde de l'autre côté, et évidemment, éternellement le Pakistan, de manière à tenter une stabilisation régionale qui est dans l'intérêt de toutes les puissances régionales et globales qui sont voisines de l'Afghanistan aujourd'hui. C'est une approche qui devient bipartisane aux États-Unis, qui a été une approche aussi de stabilisation de l'Irak, et je faisais référence il y a quelques minutes à la coalition internationale contre Daesh en Irak et en Syrie. C'est une approche de plus en plus américaine dans son ensemble, qui, votre correspondante à Jérusalem revenait sur Naftali Bennett et sa capacité à présenter un nouveau plan d'action par rapport au nucléaire iranien. Les États-Unis élargissent à nouveau leur dialogue par rapport à cette extension éventuelle d'un accord nucléaire avec l'Iran. Wendy Sherman, la numéro 2 du département d'État américain, a reçu son homologue vice-ministre des Affaires étrangères du sultanat d'Oman, en même temps que Anthony Blinken recevait Naftali Bennett. C'est-à-dire que clairement, Washington, de nouveau, est le creuset de négociations régionales et non plus simplement bilatérales. Le temps du bilatéralisme de Donald Trump est terminé. Aujourd'hui, c'est l'ensemble d'une grande région, d'un grand Moyen-Orient, que l'administration Biden espère pouvoir influencer pacifiquement, diplomatiquement, depuis Washington. Merci infiniment, Annick Cizel, d'avoir été avec nous dans ce grand journal cet après-midi. Je rappelle que vous êtes spécialiste de politique étrangère américaine à l'Université Sorbonne Nouvelle. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous et à très bientôt.